moi je préférerais parler d'exemplification, parce que là, du coup, avec Peirce, il y aura des trucs pour traduire ça en anglais. Mais, bon, c'est tout. On ne va pas rester trop longtemps sur cette... Parce que en 1891, à propos des aphasies, Freud distingue bien tout ce qui est de l'ordre du mode de présentation du problème des aphasies par les neurologues, donc c'est Darstellung, donc la manière dont ils se représentent les choses, et la difficulté à disposer de l'ensemble du système de représentation en cas d'aphasie. Et donc le système de représentation, c'est Vorstellung. Ça donne même un complexe de représentation, Vorstellung complexe, dans ce que Freud élabore. Donc c'est pour dire que, bon, mais là, c'est pas ce terme de Darstellung qu'utilise Freud. Donc, la première des deux possibilités envisagées, la phase conscience de la représentation signifiant une nouvelle inscription située à un autre endroit de cette même représentation. Vas-y. Non, mais parce que, enfin, moi, je voudrais que tu... Oui. C'est déjà du secondaire. C'est peut-être ça que ça peut essayer de dire, c'est qu'on est déjà dans l'interprétation. Bah oui. On n'est pas dans le sens propre. C'est pour ça que peut-être... Ah non, mais va savoir s'il y a un sens propre de l'inconscient. Voilà. Alors, hein. Mais Est-ce qu'il y a un sens propre du signifiant même? Est-ce que tu soutiendrais ça? Non, je ne dirais pas ça. Bah alors. Mais c'est pour ça que c'est pas mal d'avoir mis ce mot figuré si on oublie la notion d'image. Il faut entendre... Non, mais il y a quand même quelque chose qu'à voir avec l'image et ce qui se donne à voir, puisque Schauen, c'est même ça. Hein. Et Anschauung. Bon. Et derrière, il y a l'Anschauung. Hein. La Weltanschauung, la dite conception du monde, c'est un point de vue sur le monde. Conception, c'est déjà un mot à la française. Hein. Donc c'est une intuition, mais en général, c'est traduit pour la philosophie par intuition. Enfin, c'est terrible parce qu'on ne sait plus. Intuition, c'est quelque chose qu'on a dans son intérieur, intuitu personnel, etc. C'est pas terrible, je trouve, alors que ce qui veut être dit en allemand, en tous les cas, c'est que on peut le montrer du doigt. Ça se désigne. Bon, alors je reviens. Il y a une petite question là. C'est le rapport de l'acrobate à son corps. Il y a quand même quelque chose qui avait intéressé les premiers psychanalystes, et ils avaient appelé ça c'est une femme, hein, je crois, mais je me souviens plus bien de son nom, le complexe de l'acrobate haut. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, ça. C'est vraiment les premiers temps de la psychanalyse. Le concept de l'acrobate haut. Alors, qu'est-ce qui se passe à un certain moment? Est-ce qu'il dirige son corps ou est-ce qu'il est dirigé par son corps? Au point de vue du mouvement, qu'est-ce qui se passe? Dans la règle fondamentale, dans le cure analytique, on dit, enfin je dis au patient qu'il n'a pas à diriger son discours. Hein. Il faut qu'il se laisse porter par le discours, tel que le discours s'impose. Oui, mais là pour le corps. Oui, mais pour le corps. Mais ça, on est dans des actes psychiques là. Alors le corps va s'y greffer forcément. N'empêche que. Il y a quand même un acte psychique là. De se rapporter au corps, mais attends, on est en train de parler d'inconscient et de conscience. Bon, oui, excuse-moi, je dévie un petit peu là-dessus, mais je trouvais vraiment très intéressant. Le préconscient, oui, on va y venir. Attends, pas trop vite. Je lis Freud. Les premiers psychanalystes, c'est intéressant. Donc, alors je répète, la première des deux possibilités envisagées, la phase conscience de la représentation signifiant une nouvelle inscription, située à un autre endroit de cette même représentation, est sans doute la plus grossière, mais aussi la plus commode. La seconde hypothèse, celle d'un changement d'état simplement fonctionnel. Moi, ça me va tout à fait. C'est le terme de fonctionnel qui vient. Hein. Et changement d'état, c'est Zustand. Hein. C'était quand même le terme d'état de phase qui venait auparavant, Zustandphasen, et là c'est un changement d'état simplement fonctionnel.
continue, c'est pas un vrai suspense. La seconde hypothèse, celle d'un changement d'état simplement fonctionnel, est d'entrée la plus vraisemblable, mais elle est moins souple, moins facile à manier. Je suis pas sûr. À la première, l'hypothèse topique est liée à l'hypothèse d'une séparation topique des systèmes inconscient et conscience, ainsi que la possibilité pour une représentation d'être présente simultanément en deux endroits de l'appareil psychique, et même régulièrement, quand elle n'est pas inhibée par la censure, de s'avancer d'un lieu à l'autre, éventuellement, sans quitter son premier emplacement, sa première inscription. Il y a d'inscription qu'il s'agit de Niederschrift. Cela peut paraître étrange, mais s'appuie sur des impressions issues de la pratique psychanalytique. Si l'on communique à un patient une représentation qu'il a, à un moment donné, refoulée, et que l'on a deviné qu'est-ce qu'il avait refoulé, cela ne change d'abord rien à son état psychique. Et notamment, ce n'est pas parce que la représentation précédemment inconsciente est maintenant devenue consciente que le refoulement est levé et ses effets supprimés, comme on pouvait peut-être s'y attendre. C'est ce qu'il dira encore dans la dénégation. Donc, on peut avoir une connaissance intellectuelle des choses, ça ne veut pas dire qu'affectivement, c'est-à-dire pulsionnellement, le refoulement ne marche plus. Bon. Au contraire, on obtiendra, dit Freud, on obtiendra tout d'abord qu'un refus renouvelé de la représentation, on n'obtiendra qu'un refus renouvelé de la représentation refoulée. C'est-à-dire qu'il restera refoulé. Refus, là, c'est Ablehnung. Mais maintenant, le patient a effectivement la même représentation sous une double forme et en des endroits différents de son appareil psychique. Premièrement, il dispose du souvenir conscient de la trace acoustique de la représentation qui lui a été communiquée, donc l'interprétation. Donc ça, c'est auditif. Et deuxièmement, comme nous le savons avec certitude, il porte en lui, à côté de ce souvenir, mais sous l'ancienne forme, le souvenir inconscient de ce qui a été vécu. En réalité, la suppression du refoulement n'intervient pas avant que la représentation consciente, une fois surmontées les résistances, ne soit entrée en liaison avec les traces mnésiques inconscientes. Je vais répéter la phrase, un peu complexe. Bon, maintenant, le patient a effectivement la même représentation sous une double forme et en des endroits différents de son appareil psychique. Premièrement, il dispose du souvenir conscient de la trace acoustique de la représentation qui lui a été communiquée. Et deuxièmement, comme nous le savons avec certitude, il porte en lui, à côté de ce souvenir, mais sous l'ancienne forme, on a discuté, le souvenir inconscient de ce qui a été vécu. Point. En réalité, la suppression du refoulement n'intervient pas avant que les résistances ne soient entrées en liaison avec les traces mnésiques inconscientes. Donc, c'est la question de la suppression du refoulement. Moi, autrement dit, de ce que le patient peut admettre, là, parce qu'il s'agit d'un patient. Je ne suis pas sûr qu'on supprime le refoulement. Le passage, comme Freud attend à le dire, le passage à la conscience n'empêche pas le maintien de l'inconscient sur une même représentation. C'est-à-dire que c'est la raison d'être de la représentation qui varie d'un état de phase à l'autre. Mais si on entre en liaison, Verbindung, liaison, on entre avec les traces mnésiques, c'est-à-dire Erinnerungsspuren, les traces organisant le souvenir inconscient, là il peut y avoir peut-être un remaniement de ce qui constitue l'inconscient. Mais bon, ça dépend de la théorie de l'inconscient qu'on met en œuvre. Moi, je ne suis pas sûr que l'inconscient soit un effet de refus et de mise au rencard de ce dont on veut se débarrasser, à ne pas vouloir le savoir. Comme Freud semble dire, ce qui est effectivement un peu plus simple et qui reste encore assez localisateur en termes de psychisme. Je crois que c'est un mode d'appréhension particulier, distinct du mode d'appréhension de la conscience. On n'a qu'à mettre les deux termes habituels de Freud. Il y a ce qui est latent du côté de l'inconscient, il y a ce qui est patent du côté de la conscience. Est-ce que quelque chose de patent sous une certaine modélisation implique que le latent
soit supprimé. Je ne suis pas sûr. Un latent sous une autre modélisation. Oui, ça correspond à ce que Lacan appelle dans le champ des significations de la parole et du langage dans la cure. Il y a 5 choses qui réapparaissent dans la pratique analytique. Et il y a une chose qui correspond à ça, c'est le nouage du symptôme. Et ce que dit Lacan à ce moment-là, c'est que l'inscription, les deux modes de représentation, ça fait penser à ce qui est inscrit, qui est à l'origine du symptôme, et qui peut être effectivement remémoré, décrit quasiment comme ça, et donc d'une certaine manière supprimé. Parce que là, l'enjeu, c'est quand même de supprimer quelque chose qui ferait symptôme. Donc ça correspond au nouage du symptôme chez Lacan, ce passage, très précisément. Du Lacan de 53. Du Lacan de 53. Il faudrait y revenir, effectivement. Si Non, tu as parce les que- écrits, c'est dans... Ah, je n'ai pas les écrits. Mais il raconte c'est les peut-être derrière effets de la toi. cure sous forme de 5 Ça classes. doit être sur la table derrière toi. Les gros volumes. Il y a une couverture dessus. Pas sûr. Ouais, c'est ça. Bon, je continue quand même. C'est seulement quand ces dernières, c'est-à-dire les traces dites mnésiques, les traces organisant le souvenir, sont elles-mêmes rendues conscientes que le succès est atteint. Moi, j'aurais envie de dire, en termes de signifiance, c'est quand les traces organisant le souvenir sont passées à une représentance de représentation qui met en jeu le pulsionnel et permet au pulsionnel de sortir de sa catégorie fonctionnelle propre vers une objectalisation, c'est-à-dire une extensionnalité de la même fonction. Il faut quand même se souvenir de ça. Je ne parle là qu'en termes de fonction en intention et de fonction en extension, avec les 3 catégories de fonctions. En termes de templé, à chaque fois, j'ai fait un passage de l'un à l'autre. Là, je vérifie que je suis dans le même discours que Freud, simplement. Simplement, ce templé, je le prends comme un tissu unifile, donc un nœud propre, comme au minimum le nœud 7-4, par exemple, et d'autres. Bon, je saute là. Non, j'ai pas fini ce paragraphe quand même. Par là, il semblerait s'avérer à un examen superficiel que des représentations conscientes et inconscientes sont les inscriptions différentes et topiquement séparées d'un même contenu. Différentes et topiquement séparées d'un même contenu. Mais la moindre réflexion montre que l'identité du souvenir communiqué et du souvenir refoulé du patient n'est qu'apparente. Avoir entendu et avoir vécu sont deux choses de nature psychologique tout à fait différentes, même si elles ont un contenu identique. J'ai rayé identique, ça ne doit pas être ça. Le terme c'est Orven Ziden, Nämlichen Inhalt haben. Quand bien même ils auraient nommément un contenu, il n'y a pas le terme identique. N'empêche que c'est sous-entendu, d'accord. Ainsi, nous ne sommes pas d'emblée en mesure de trancher entre ces deux possibilités discutées. Peut-être rencontrerons-nous par la suite des facteurs susceptibles de faire pencher la balance en faveur de l'une des deux. Peut-être allons-nous découvrir d'un moment à l'autre que notre façon de poser le problème était insuffisante et que la distinction de la représentation inconsciente d'avec la représentation consciente doit être déterminée tout autrement. Donc je saute à la page 104 de mon texte de 68, c'est-à-dire dans le sous-chapitre 6, le rapport entre les deux systèmes. Bon, comme je ne vais pas trop lire, c'est déjà pas mal.
Je reviens quand même en deçà. Bon, Freud essaye de redéfinir tout ce qu'il en est du préconscient. Entre autres, le processus du système préconscient, les processus montrent, et ceci d'ailleurs qu'ils soient déjà conscients ou seulement susceptibles de le devenir, une inhibition de la tendance à la décharge des représentations investies. Inhibition à la tendance à la décharge des représentations investies, c'est-à-dire qu'ils continuent de les conserver. Au système préconscient reviennent encore l'instauration d'une capacité de communication entre les contenus des représentations, de sorte qu'ils puissent s'influencer réciproquement, l'ordonnance temporelle de ces contenus, l'introduction de la censure ou de plusieurs censures, l'épreuve de réalité et le principe de réalité, etc. Oui, c'est une inhibition quant au but, là, dont tu parles un peu. Ça peut interférer, mais c'est pas ce dont Freud est en train de parler, là. Bon. La mémoire consciente, elle aussi, paraît dépendre totalement du préconscient. Elle doit être nettement distinguée des traces mnésiques dans lesquelles se fixent les expériences vécues de l'inconscient et correspond vraisemblablement à une inscription particulière, cette mémoire consciente, telle que celle que nous voulons admettre en ce qui concerne le rapport de la représentation consciente à la représentation inconsciente. Bon. Donc on en est là. Nous voulons, c'est Zola. Comment? Nous voulons admettre, c'est Zola. C'est dans ce que j'ai lu? Oui, je pense que vous avez lu que du côté conscient, on admet ce qu'on veut par rapport à... Non, mais, vouloir, c'est pas Zola. Ah oui, c'est pas Zola. Ça vient avec le désir. C'est Volode. Bon, je reprends donc le sous-chapitre 6. Il ne serait pourtant pas juste de se représenter que l'inconscient reste en repos, tandis que tout le travail psychique serait exécuté par le préconscient, que l'inconscient serait en quelque sorte hors d'usage, un organe rudimentaire serait, pas en quelque sorte, je ne sais pas ce que j'ai dit, serait quelque chose hors d'usage, un organe rudimentaire, un résidu du développement. Il serait faux également d'admettre que les rapports entre les deux systèmes se limitent à l'acte de refoulement, le préconscient jetant dans le gouffre de l'inconscient tout ce qui lui paraît perturbant. L'inconscient est au contraire vivant, capable d'évoluer, et il entretient un grand nombre d'autres relations avec le préconscient, parmi lesquelles aussi la coopération, etc. Et il y a beaucoup question de rejetons, rejetons de l'inconscient, rejetons d'émotions pulsionnelles. Et alors, Freud va beaucoup parler en termes de conscience et d'investissement de la conscience, et de désinvestissement de la conscience valant le refoulement, mais aussi de contre-investissement, éventuellement de surinvestissement. Bon, je ne vais pas refaire tout le topo sur les investissements tels que Freud les utilise, mais ça nous donne une économique du préconscient. Et rejeton, il l'associe à refoulement? Oui, puisque les émotions pulsionnelles peuvent être refoulées. Mais ce n'est pas refoulement, c'est les rejetons qui viennent à l'encontre du refoulement. Lorsque nous examinerons de manière plus approfondie, en un autre passage, les conditions du devenir conscient, une partie des difficultés qui surgissent ici se résoudra. Ici, nous pouvons trouver commode de confronter à la façon dont, jusqu'à présent, nous envisagions les choses, à partir de l'inconscient, des considérations développées en se plaçant du point de vue de la conscience. La totalité des processus psychiques se présente comme le royaume du préconscient. Une très grande partie de ce préconscient tire son origine de l'inconscient, présente le caractère des rejetons de l'inconscient et est soumise à une censure
avant de pouvoir devenir consciente. Une autre partie du préconscient est susceptible de devenir consciente sans censure. Nous arrivons ici à un résultat en contradiction avec une hypothèse antérieure. En examinant le problème du refoulement, nous avons été contraints de situer entre les systèmes inconscients et préconscients la censure qui décide de devenir conscient. Maintenant, nous sommes portés à placer une censure entre préconscient et conscient. C'est ce que j'ai fait. Mais nous ferons bien de ne point percevoir dans cette complication une difficulté en admettant au contraire qu'à tout passage d'un système dans le système immédiatement supérieur, donc à tout progrès vers un niveau plus élevé d'organisation psychique. Pour Freud, la conscience, c'est un niveau plus élevé d'organisation. Correspond une nouvelle censure. Bon, il y a 3 niveaux, donc 2 censures suffisent. L'hypothèse d'un renouvellement continuel des inscriptions tombe, il faut bien le dire, de ce fait. Un renouvellement continuel des inscriptions dans leur localisation. Il faut chercher la raison de toutes ces difficultés en ce que le fait d'être conscient, le seul caractère des processus psychiques qui nous soit donné de façon immédiate, n'est en aucune façon de nature à fournir un critère de distinction. Bon, je vais quand même lire. J'ai pas compris, la double inscription tombe à cause de la double censure, c'est ça? Oui, parce qu'il s'agit uniquement de passage. Donc il n'y a pas à inscrire dans des lieux différents. Oui, d'accord. Ça devient des changements d'organisation de ce qui vaut comme inconscient, qui va se trouver réorganisé comme conscient, du fait de la censure. Là, ça, c'est une topologie qui correspond à ce qu'on a dans une bande de Möbius, quand on fait une coupure proche du bord, et qu'on a donc une bande unilatère qui va se maintenir enlacée avec la bande bilatère qui l'entoure et qui, elle, est censée choir. C'est-à-dire, dans mes termes, il y aura toujours quelque chose d'imprédicatif qui va se maintenir, parce qu'il y aura toujours l'équivalent de cette coupure élargie qui se maintiendra, la coupure valant la bande de Möbius, comme le dit Lacan, par rapport à ce qui est prédicatif. C'est une seule bande à 2 faces. Prédicatif, c'est aussi bien une manière de pouvoir répondre par oui ou par non. Comme Lacan le souligne dans les Tourdis. Donc on est dans ce cas de figure bien, au sein du plan projectif. Donc, sans parler du fait que le conscient n'est pas toujours conscient, mais aussi par moments latent. L'observation nous a montré que beaucoup de ceux qui partagent les propriétés du système préconscient ne deviennent pas conscients. Oui, quand il dit le conscient, c'est pas la conscience dans le système de la conscience. C'est ce qui est conscient. Mais dans le conscient, il y a le devenir conscient lui-même. Donc, il est encore latent, pour s'expliquer. Enfin, nous avons encore à apprendre que le devenir conscient est restreint par telle ou telle orientation de l'attention. La conscience n'a donc pas de rapport simple ni avec les systèmes, ni avec le refoulement. La vérité est que non seulement le refoulé psychique demeure étranger à la conscience, mais aussi une partie d'émotions qui régissent notre moi, par conséquent, ce qui s'oppose fonctionnellement de la manière la plus forte au refoulé. Donc, Freud est en train de souligner la fonctionnalité de l'ensemble. Dans la mesure où nous voulons accéder à une conception métapsychologique de la vie psychique, nous devons apprendre à nous émanciper de l'importance accordée aux symptômes faits d'être conscients. Bon. Je vais insister sur les censures, et sur les frontières. Donc.
Donc je saute un certain nombre de lignes. Nous sommes conduits à ne pas chercher la différence la plus importante entre le conscient, et le préconscient, mais au contraire entre le préconscient et l'inconscient. Là, il ne parle pas de système. Hein. L'inconscient, à la frontière du préconscient en système, est renvoyé par la censure. Ces rejetons peuvent tourner cette censure. Donc c'est important là, de voir ce que signifie tourner. Encore. Donc on est dans le. C'est au-dessus. Oui, c'est le terme que j'avais utilisé. Hein. C'est Umgehen, dans les Gesammelte Werke, page 292. Ça veut dire contourner, exactement. Il s'agit de contourner la difficulté. Le problème, c'est que, dans mon propos, l'opposition inconscient-conscience est contournée par le lien de passage qu'effectue le préconscient entre les deux, non pas comme simplement un intermédiaire, hein, mais comme un effet de traducteur, de truchement, qui correspond donc à une topologie de contournement. Un contournement qui supporte une dialectique. Hein. Donc l'inconscient à la frontière du préconscient est renvoyé par la censure. Ces rejetons, pourquoi pas, ces rejets, mais c'est ce qui en émerge, c'est ce que ça veut dire. Hein. Ce qui en upcoming, c'est ce qui en émerge. Hein. C'est rejetons. On va dire parce que rejetons, là, c'est quel terme? Upcoming. Ce qui en vient, quoi. Ce qui, Upcoming. Oui. Non, mais je pense que c'est émergé, ça serait mieux, parce que des rejetons, on pense à des rejets d'arbres, de plantes, un truc comme ça. Du coup, c'est pas tout à fait la même image. Hein, il y a ce qui n'en émerge pas, et ce qui en émerge. C'est des mots. Oui, oui, c'est la même chose aussi. C'est le produit de nos entrailles, enfin. Donc ils savent tous pas. Est-ce que dans le fond, la bande de contournement ou le template, c'est pas toute la structure puisqu'en fait... Si, c'est toute la structure. Mais si on parle du tout d'un seul tenant, on ne va pas pouvoir décomposer le tout dans des fonctions quelque peu différenciées. Donc il faut voir comment la structure s'organise. C'est une seule structure, toute la structure est asphérique, mais dans cette structure asphérique, du fait d'un certain nombre de coupures que sont des censures, on obtient des parts sphériques et des parts asphériques. Donc là, je dis bien que la censure valant la bande, la censure fait aussi passage, puisque c'est une épreuve de censure, elle autorise ou pas le passage, mais elle peut aussi bien l'autoriser, ce qui fait que les jonctions entre inconscient et conscience s'organisent aussi en termes de censure. Donc la bande de Möbius, là, dans le dessin, est dans cette jonction, mais elle est structurée d'une certaine façon, elle-même. Et ça correspond, Freud, qui ne disposait pas de la bande de Möbius, n'avait pas ce schéma-là sous le coude, et ce qu'il est en train de dire correspond, à mon avis, tout à fait à ce schéma-là. Donc je reprends sa phrase que je ne vais pas aller jusqu'au bout.
L'inconscient à la frontière du préconscient est renvoyé par la censure. Ces rejetons peuvent tourner cette censure, donc au cas où il y a effectivement une opposition, une disparité radicale entre inconscient et conscience. Tourner cette censure, parvenir à un haut degré d'organisation, accroître leur investissement dans le préconscient jusqu'à une certaine intensité, puis lorsqu'ils ont dépassé celle-ci, elles veulent s'imposer à la conscience, ils sont reconnus comme